Bonjour à tous. Arnaud Amabil, le conseiller de l'envoyé spécial du président pour le sommet pour l'action sur l'IA, est dans la grande interview aujourd'hui dans Smart Tech. Dans cette édition également, on parlera du champ d'application du règlement européen relatif à l'intelligence artificielle. Mais d'abord, je propose qu'on commence avec 3 questions sur la vérification de l'âge en double anonymat. Comment ça marche? On vous explique tout de suite dans Smart Tech. Alors, depuis le 11 janvier de cette année, l'Arcom, le grand régulateur des contenus audiovisuels et d'Internet, exige des sites pornographiques qu'ils appliquent le nouveau référentiel technique de vérification de l'âge. Alors, les sites ont quand même jusqu'au 11 avril pour se mettre en conformité avec la loi. Je propose qu'on fasse un focus avec une de ces solutions, 18 Connect, donc qui permet de démontrer son identité, son âge à destination de ces sites réservés aux adultes, sur le principe du double anonymat. Alors, on va voir ce que ça veut dire avec Candice Dauge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la business unit identité numérique et services de DocaPost, filiale numérique de la Poste pour faire vite. Comment ça marche donc cette solution technique en double anonymat ? Alors c'est assez simple, c'est une plateforme qui permet de se connecter à des contenus, donc pour adultes et principalement pornographiques, en vérifiant son âge. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir utiliser des preuves d'âge, donc soit avec son identité numérique de la Poste, par exemple, quand on en a une, ou alors avec sa pièce d'identité, ou avec un selfie par reconnaissance faciale. On va pouvoir accéder au site si on a plus de 18 ans. En revanche, si on a moins de 18 ans, on sera bloqué à l'entrée comme une SAS. Alors là, ce que vous me décrivez, pas du tout anonyme. Je montre une preuve de mon identité à la plateforme. Donc je dis qui je suis. Alors je le montre à l'entrée de la plateforme et la plateforme ne garde pas les informations. Donc il faut se dire que c'est comme dans un SAS pour entrer dans une banque par exemple. Vous avez toujours ce système de double porte. Vous laissez en fait votre identité à la première porte, vous rentrez dans le SAS et là vous êtes complètement anonyme pour accéder au site pour adultes. Donc ce que vous voulez dire, c'est que cette plateforme n'est pas liée au site internet. Est-ce que cette plateforme sait sur quel site je vais me connecter ? Alors, la plateforme sait sur quel site vous vous connectez, mais ce n'est pas qui vous êtes, puisque c'est une autre solution de vérification d'âge qui aura vérifié votre âge et qui aura gardé toutes les informations et qui passera juste cette information-là. Donc, c'est vraiment un système de tunnel. Alors, pour bien qu'on comprenne, donc, parce que quand on parle de plateforme, on ne sait plus exactement de quoi on parle. Donc, d'un côté, on a le site sur lequel on souhaite se connecter. Oui. De l'autre côté, on va se connecter en premier à une plateforme pour décliner notre identité. Exactement. Mais à ce moment-là, on ne sait pas pour quel usage ? On ne sait pas pour quel usage. Donc en fait, la plateforme ne vous connaît pas et va juste pousser une information plus de 18 au site internet qui ne vous connaîtra pas non plus. Donc finalement, on a vraiment ce système de double anonymat, c'est-à-dire que personne à aucun moment ne va savoir soit votre identité, soit votre usage. On n'aura qu'une des deux informations. Ok, et comment est-ce qu'on est sûr, comment vous apportez les garanties justement de ce double anonymat ? Alors les garanties, c'est en séparant les applications et les plateformes, c'est jamais les mêmes personnes qui vont faire ces vérifications et les connexions. Donc c'est principalement par cet intermédiaire-là qu'on le garantit. Les mêmes personnes, les mêmes outils, vous voulez Exactement, dire ? les mêmes outils, oui. D'accord. Quels sont les premiers retours d'expérience ? Que bon, les sites ont un petit peu de temps pour se mettre en conformité, je l'ai dit en introduction, mais enfin, c'est pas d'aujourd'hui qu'on demande aux sites pornographiques de vérifier l'âge. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours d'expérience ? Alors, on y travaille avec les sites. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, il suffisait juste de cliquer sur « J'ai plus de 18 ». Donc, il suffisait de savoir lire, en fait, pour aller sur un site pornographique. Donc là, les sites sont en train d'implémenter, de tester ces solutions. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que pendant très longtemps, les sites ont objecté le fait qu'il n'y avait pas de solution technologique. Aujourd'hui, elles existent. Elles sont déployées et faciles à utiliser. Alors, c'est ça. Retour d'expérience, c'est facile à utiliser ? C'est facile à utiliser, absolument. C'est très, très rapide, c'est quelques secondes pour Combien de sites ont adopté cette solution ? Alors aujourd'hui, on est en discussion commerciale avec plusieurs sites. Maintenant, il y a les sites extra-européens ou européens qui ne vont pas forcément se conformer à la réglementation tout de suite. Et on parle des grands tubes pornographiques qui mettent un peu de temps pour vouloir s'y conformer. Et les sites français et payants principalement sont en train de tester ces solutions et ça fonctionne. Oui, les premiers concernés, en fait, ça va être les sites français. Oui. Parce qu'en revanche, dans l'Union européenne, c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'application du texte, il faut que chaque État membre, en fait,
Alors, ça peut être comme ça. En revanche, l'ARCOM vient d'avoir l'information comme quoi ils pourront agir sur les sites qui sont hébergés en Europe également et qui distribuent en France. Donc, solution technique, vous nous dites simple, mais application juridique un petit peu plus... Un peu plus compliqué. Un petit peu plus complexe. La solution, c'est une solution 100% française. L'identité est gardée sur des serveurs hébergés en France. Alors, on ne garde pas l'identité, on ne garde aucune information. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait vraiment de la protection de la donnée personnelle. Hein. On va juste vérifier l'âge et on garde juste cette information de l'âge. Donc, on ne saura pas si vous êtes une femme ou un homme et quel âge vous avez. Ce sera juste plus de 18. Et puis, tout est fait en France, en effet, sur les hébergements de DocaPost. Et comment est-ce que vous masquez les autres informations? Si je communique par exemple ma pièce d'identité? Ah bon, on ne les garde pas, juste on scanne, on prend la date de naissance, on en déduit juste plus de 18 ou moins de 18 et ensuite on écrase tout le reste. D'accord, donc aucune sauvegarde d'aucune donnée personnelle. Absolument. Merci beaucoup pour vos explications, c'était très clair. Candice Do, je rappelle que vous êtes la directrice de la Business Unit Identité numérique et services de DocaPost. Merci pour vos explications. Merci. Mon grand invité aujourd'hui est le conseiller de l'envoyé spécial du président pour le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, sur l'IA. Bonjour Arnaud Amabile. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du cabinet de Anne Bouvreau, donc notre grand invité, alors que le sommet est en train là de s'ouvrir, ce sommet international qui se passe à Paris. Est-ce que vous avez le trac ? Pas tant que ça. Le stress a été plutôt plus important il y a 2 semaines, je dirais. Mais maintenant, les choses là commencent vraiment à être tout en place. Et donc, non, ça commence déjà aujourd'hui à Saclay avec les journées scientifiques et plutôt très fort. Donc, on est très content à la fois de l'attention et du succès qu'on a. Alors oui, parce qu'on a donc ces 2 grandes journées, les 10 et 11 février au Grand Palais. Mais en amont de cela, dès aujourd'hui, donc ce jeudi, commencent les journées scientifiques. Il y a beaucoup d'autres événements. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit panorama sur ces événements qui s'organisent, labellisés, sommet? Bien sûr. Alors, le sommet, on l'a voulu dès le début être sous le signe de l'ouverture. Et donc, on a les journées qui sont vraiment les journées du sommet au sens un peu diplomatique du terme. C'est le 10 février et le 11 février matin au Grand Palais. Mais on a voulu que différentes communautés aient la place d'avoir à la fois de participer aux discussions et puis d'avoir un moment aussi pour elles. Et donc la semaine de l'IA, parce que finalement c'est vraiment une semaine de l'IA, c'est des journées scientifiques aujourd'hui et demain à Saclay, organisées par la communauté académique française mais avec plein de chercheurs internationaux, des journées culturelles, un week-end culturel qui a lieu à la Conciergerie et à la Bibliothèque nationale de France ce week-end. D'ailleurs c'est ouvert au public, donc j'incite tout le monde à y aller. Puis donc le Grand Palais le 10 février pour le coup, et le 11 février, là on a à la fois le moment des chefs d'État et de gouvernement au Grand Palais, mais en parallèle un business day avec plusieurs milliers de startups à Station F et vraiment des dizaines, quasiment 100 événements, donc ce qu'on appelle des side events, des événements qui sont partenaires du sommet, qui sont organisés par d'autres et qui vont être sur à peu près tous les thèmes possibles. Et donc on est très très content de l'effervescence. Vous en avez comptabilisé combien comme ça Alors il y en a plusieurs, il y en a quasiment une centaine, je vous dis, sur la journée du 11 pour le coup, quand on regarde absolument tous ceux qui ont été labellisés. Et ça c'est sans compter tous ceux qui ont été labellisés sur la route vers le sommet, puisque donc depuis juin, il y a eu des événements qui ont été labellisés et qui sont venus nourrir la réflexion et les travaux du sommet. Combien de participants vous attendez sur les 10 et 11 février? Donc sur les 10 et 11 février, alors le 11 février est un peu plus restreint puisque c'est vraiment les chefs d'État et de gouvernement, mais le 10 février, on a 1200 participants de la société civile, donc au sens entreprise, monde académique et puis association, think tank, et on a ensuite les délégations officielles qui représentent quasiment plus de 80 pays, donc voilà, en tout 1700 personnes, quelque chose comme ça. Quels sont les États qui sont absents, que vous attendiez mais qui ne viendront pas? Aucun des États qu'on espérait avoir n'est absent. Ils ne sont pas tous au même niveau de représentation pour des raisons de calendrier ou autre. Mais on n'a pas de grands manques et on est très très content de ça. Quelle personnalité on va croiser? Alors ça, on en a déjà donné un certain nombre dans la presse, mais dans le monde, dans le monde politique, le Premier ministre indien Narendra Modi sera là, le vice-président américain J.D. Vance, un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement européens aussi. Dans les entreprises, le CEO de Google, Sundar Pichai, d'OpenAI, Sam Altman seront là, mais également d'autres entreprises, celui de Sakana AI par exemple, qui est une entreprise japonaise qui est très à la pointe de l'IA, ou la CEO de Naver, qui est une entreprise coréenne également, puis bien sûr plein d'entreprises françaises dont on est très content qu'elles soient là aussi. Alors, dans le programme, il y a des priorités. Il a fallu faire des choix, évidemment. Est-ce que vous avez des regrets? Parce qu'on a entendu, par exemple, un regret sur l'absence de l'éducation au programme de ce sommet, ou encore peut-être de la partie défense militaire. Alors,
Je pense qu'il faut pour ça se remettre un peu sur qu'est-ce que c'est un sommet comme ça international. Le sommet international, il ne vise pas à résoudre absolument tous les problèmes qui ont trait à l'IA ou toutes les questions autour de l'IA. Il vise à faire ce qui est du niveau de l'action ou de la coopération internationale. L'éducation, nous on pense qu'elle a besoin de deux choses. Elle a besoin d'avoir des systèmes d'IA qui sont facilement reconfigurables et que les gens peuvent adapter à leurs valeurs, à leurs envies dans leur système. Et donc, on ne va pas à un niveau international dire voilà l'IA que vous allez tous les pays, l'Inde, les États-Unis, la Chine, je pense qu'on aurait un peu de mal, utiliser dans votre système d'éducation. On a des systèmes d'éducation qui sont très différents. Donc ça, on ne peut pas le faire à un niveau international, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, dans le cadre d'un sommet international, œuvrer à ce qu'on ait un écosystème de l'IA qui soit plus ouvert, plus divers, où du coup des innovateurs locaux puissent reprendre ça en main, y compris dans les systèmes éducatifs, ça c'est quelque chose qu'on fait complètement. Mais alors justement, donc c'est un sommet international organisé à Paris, dont doit ressortir certaines choses. Une coopération est attendue sur voilà la manière dont on va gérer finalement les opportunités, mais les risques aussi autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes optimiste quant à la naissance de cette coopération internationale post-sommet, au vu du contexte politique, géopolitique même actuel? C'est certain que ça vient à un moment particulier, ça je ne vous le cache pas. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande appétence de beaucoup de pays dans le monde pour travailler ensemble sur l'écosystème de l'IA, donc à la fois sur la gouvernance des risques, ça c'est ce qui a été commencé à Bletchley Park il y a 1 an et demi, continué à Séoul, donc qui sont les 2 sommets qui ont précédé celui de Paris en juin, et donc ça, on continue à avoir une volonté de coopérer là-dessus, y compris sur des sujets un peu spécifiques et importants. Et en même temps, forcément du côté des États-Unis. Hein. Et donc du côté des États-Unis, ils ont décidé en effet de défaire leur AI Safety Institute, mais il y a plein d'autres, pour le coup, pays qui ont envie. Par ailleurs, l'AI Safety Institute des Américains, c'était surtout un réseau d'experts qui était centré autour du NIST, qui est une agence nationale là-bas, qui elle ne disparaît pas. Donc l'expertise américaine sur la sécurité de l'IA ne disparaît pas. Et puis vu l'écosystème... non, mais on a vu Donald Trump défaire quand même le décret de Joe Biden sur la sécurisation de l'IA, estimant que c'était un frein à l'innovation. C'est vrai, mais c'est aussi vrai que la même administration... Et les grandes IA sont aux États-Unis. Tout à fait. Arnaud. Mais la même administration, pour le coup, l'administration Trump, pour le coup, la première administration de Donald Trump avait également endossé un certain nombre de principes sur l'IA responsable, y compris dans la sécurité de l'IA au sens vraiment cybersécurité. Donc il y a toute une partie de ces sujets-là de risque qui sont importants pour eux, pour le déploiement, y compris, on a beau être très pro-américain peut-être, ils ont besoin d'avoir une IA qui fonctionne correctement, et donc ces sujets sont importants pour eux aussi. Qu'est-ce qui reste encore à ficeler là à quelques heures du temps fort de l'événement? On découvre des choses. Non, honnêtement, plus grand-chose, puisque donc nos panels et nos programmes sont ficelés avec des panélistes de grand niveau. On sait ce qui va se passer le 11 matin aussi. On est très content de là où atterrissent les livrables internationaux du sommet. Et puis, il reste ensuite à exécuter tout ça. C'est un peu comme à la veille des Jeux Olympiques. Tout est prêt, et puis ensuite, il reste à faire, et c'est pas forcément le moins difficile. Et alors, comment on se retrouve à la tête de l'organisation d'un tel événement, Arnaud? Alors, moi, je suis humblement auprès d'Anne Bouvreau, qui est donc l'envoyée spéciale du président de la République. Et en fait, c'est vraiment avec elle que cela s'est fait. J'ai rencontré Anne Bouvreau il y a quelques années, quand j'étais encore étudiant. Et il y a 1 an et demi, j'ai appris qu'elle allait, avec Philippe Aghion, co-présider une commission sur l'intelligence artificielle. Je lui ai donc réécrit, parce qu'on avait travaillé un petit peu ensemble. Je lui ai proposé de travailler avec elle, y compris parce que j'avais des élèves, donc je trouvais ça intéressant de trouver des synergies. Elle m'a demandé de l'aider dans la commission IA, et ensuite, à partir de Vous avez participé au rapport qui a été rendu récemment au président. J'étais l'un des 2 rapporteurs généraux de ce rapport, et donc à la suite de ça s'est bien passé. Donc elle m'a demandé de continuer. C'est-à-dire qu'une partie en fait de ce sommet vient mettre en œuvre des recommandations du rapport de la commission, donc des 15 personnalités qui étaient dans cette commission-là, qui avaient proposé des choses à un niveau international, et en fait ce sommet vient en partie les mettre en œuvre. Et vous avez une expérience internationale aussi. J'ai noté un diplôme en économie de l'École normale supérieure de Paris, mais vous êtes aussi titulaire de diplôme de l'Université de New York en informatique urbaine, l'École d'économie de Paris en politique et analyse économique. Vous avez travaillé aussi en Allemagne, je crois. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui la France dans cet écosystème de l'IA ? Alors, ce qui nous a beaucoup frappé avec Anne Bouvreau quand on est allé à San Francisco en juin, qui était le premier déplacement qu'on a fait, c'est à quel point est-ce que les gens qu'on rencontrait là-bas, qu'ils soient américains ou dans des entreprises américaines, admiraient l'écosystème français. Et on a souvent dit, finalement, ce qu'on construit, on ne peut le construire que parce qu'on a derrière nous la force de l'écosystème français et des Français à l'étranger, qui du coup donne une légitimité à ce que la France essaye de faire dans le domaine de l'IA. Ce serait plus compliqué probablement si on n'avait pas cette base-là. Et donc, non, moi je vois, en tout cas en
Europe, la France reste la première destination des investissements capital risque dans l'IA, pour le coup. Et le nombre de Français qui ont contribué à de très grands développements, notamment aux États-Unis, est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en cours de route, si vous nous racontez un peu les coulisses de l'organisation du sommet? Je pense la principale chose qui a changé par rapport à quand on a lancé vraiment la préparation du sommet en début d'année, c'est la question de l'énergie et de l'environnement. Il y a un an et demi, et même encore un an, quand on a écrit le rapport de la Commission sur l'IA, la question de la consommation énergétique de l'IA générative, notamment, commençait à être un sujet, mais tout le monde était assez optimiste sur le fait que les gains d'efficience permettraient de ne pas avoir à se poser la question. Finalement, l'histoire du numérique, c'est ça, c'est on augmente l'efficience des technologies telles qu'on n'a pas trop à se poser la question. Cet été, on a commencé à avoir des problèmes, y compris de la part des développeurs d'IA eux-mêmes, qui disaient « je crains de ne pas avoir assez d'énergie pour entraîner mon prochain niveau de modèle ». Et donc, on a travaillé avec du coup la communauté internationale, les entreprises, à ce qu'on appelle la coalition pour l'IA durable, qui en fait vise vraiment à partager de la science, des solutions, à créer des standards pour arriver à y voir un peu plus clair dans cette question. C'est-à-dire quels sont les leviers qu'on peut actionner, comment est-ce qu'on alloue un peu l'impact carbone entre différents sujets, et ça pour donner à la fois aux politiques publiques, mais aussi aux consommateurs, les entreprises ou les consommateurs individuels, de la visibilité là-dessus. Donc c'est pas contraignant, c'est vraiment des gens qui disent ensemble, on veut comprendre un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui, et il y a plein de choses qu'on ne sait pas très bien encore évaluer, et donc ça c'est vraiment ce qu'on a construit. Et tout en disant à chaque fois, notre idéal, c'est bien sûr que ce problème disparaisse de lui-même. DeepSeek est un exemple très intéressant. J'allais vous en parler. Bien sûr. Et DeepSeek, c'est un exemple très intéressant à notre sens, qui montre que, du coup, il existe des voies il y a plein de gains d'efficience à faire. Et cette coalition, nous, elle vise à accélérer tous ces gains d'efficience, pour le coup, et qui permettrait de réduire complètement la pression que représente aujourd'hui le développement de l'IA sur les systèmes énergétiques, avec un postulat très important, et je pense que c'est pour ça que plusieurs pays ont décidé de soutenir cette coalition, qui est que si vous êtes un petit pays qui n'a pas une quantité d'énergie infinie, vous devez vous poser la question, est-ce que j'attribue cette énergie à telle activité ou à un data center? Je suis Singapour, est-ce que je veux importer de l'énergie de la Malaisie ou est-ce que je veux importer de la puissance de calcul? C'est une question de politique publique très très simple pour le coup et qui nécessite un peu d'information, un peu de discussion et de data. Et donc ça, c'est vraiment ce que cette coalition essaye de faire et on est très content du succès qu'elle a pour le coup. Comment vous vous êtes organisé aussi sur la préparation avec la secrétaire d'État au numérique et à l'IA, Clara Chapaz? Alors ça s'est très bien passé, notamment parce que ce sommet, il a toujours eu, depuis le début, différentes facettes et qui se retrouvent, je pense, dans la semaine de l'IA, notamment donc une facette diplomatique, qui est vraiment incarnée par le président de la République et Anne Mouvreau pour elle, et en même temps toute une dimension économique et nationale importante. Et ça, on ne peut pas le faire sans la secrétaire d'État au numérique et à l'IA. On était très contents que Clara Chapaz soit nommée à ce poste. On a très bien travaillé avec elle, notamment pour arriver à ce que ce sommet soit une occasion pour l'écosystème français et européen et qui permette en plus de franchir de nouvelles étapes dans la stratégie nationale. On en attend quoi alors de ce sommet? Alors de ce sommet, nous on en attend 3 objectifs différents. On a toujours dit un objectif qui est un objectif de narratif qu'on a gagné, mais c'est plutôt l'écosystème entier qui l'a gagné aussi avec nous, c'est-à-dire de dire attention, l'IA ça n'est pas que des très grands modèles qui sont peut-être très dangereux et qui devraient être dans les mains de seulement quelques personnes. L'IA c'est plein de choses très différentes où on a besoin d'avoir de la coopération et où les risques existent, mais ils peuvent être gérés à condition qu'on ait de la coopération qui fonctionne bien. Ensuite, il y a un objectif qui est à notre sens un objectif diplomatique, qui est donc d'établir de la coopération sur certains sujets, donc notamment sur l'ouverture de l'IA et sur les questions de durabilité. L'ouverture de l'IA, c'est-à-dire l'ouverture des modèles? En gros, ce dont on se rend compte, c'est que si vous voulez que l'IA se diffuse très profondément dans nos usages, vous avez besoin, comme je disais dans le cas de l'éducation, d'avoir plein d'innovateurs qui vont inventer les produits, les interfaces, à quoi ça ressemble. L'IA ne va pas rester juste un chatbot avec lequel on va essayer de faire absolument tout. Ça, je pense qu'on commence à le voir. Toutes les entreprises de l'IA essayent d'introduire ça dans des produits. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire si vous avez un écosystème de l'IA qui est un peu ouvert, au sens où il y a un certain nombre de fournisseurs qui existent. Et ensuite, vous pouvez avoir des modèles plus ou moins propriétaires, comme dans les systèmes d'opération. Vous avez Android, vous avez Apple. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et ils permettent de faire des choses différentes. C'est la même chose dans l'écosystème de l'IA. Et donc ça, créer des communs. Exactement. Des communs autour de l'un des grands livrables, je vous ai parlé de la coalition. Le deuxième autre, ou peut-être même le premier grand livrable de ce sommet, livrable diplomatique, donc pas national mais diplomatique de ce sommet, c'est cette fondation qu'on essaie de créer pour l'IA qui vise, elle, à soutenir des communs numériques, en effet, donc notamment des bases de données, par exemple, ou alors des outils qui permettraient de s'assurer que
que les IA ouvertes sont aussi sûres, aussi performantes, ou en tout cas autant que possible, et donc peuvent être utilisées par plein de monde. Et vous allez chercher où alors les 2,5 milliards sur 5 ans pour la Fondation? Donc on fait, comme un fonds de capital risque, on fait une première levée de fonds à l'occasion de ce sommet, et on est honnêtement très proche de la cible qu'on s'était donnée, donc on est très content de ça, et ça vient à la fois des gouvernements, des philanthropies et des entreprises. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un grand nombre d'acteurs qui ont une envie de soutenir ces communs numériques, y compris pour leurs propres intérêts. Tout ça n'est pas du caritatif, et on est très content par ailleurs d'avoir recruté un certain nombre de fondateurs et de fondatrices de start-up de l'IA qui eux aussi considèrent que cette fondation sera utile pour eux pour arriver à développer leurs outils et leurs outils commerciaux. Et donc on pense que c'est aussi un outil de compétitivité économique. Mais donc c'est une fondation pour l'international. C'est une fondation internationale, tout à fait. Avec des fonds internationaux. Avec des fonds internationaux qui viennent du monde entier, donc de l'Europe, des États-Unis et également un petit peu d'Asie. Et ensuite, on a des pays qui sont des soutiens de cette fondation, mais qui donnent un peu moins d'argent puisqu'ils ont moins de capacité financière, mais qui vont le soutenir d'autres manières, donc des pays notamment d'Afrique également. Vous en attendez aussi des retombées économiques de ce sommet? Nous, on espère. On l'a construit ainsi. Donc, à la fois, le 10 février, vous avez pour les entreprises françaises qui ont la chance de pouvoir être au Grand Palais des capacités de bilatéral avec les grandes entreprises utilisatrices d'IA aussi qui sont là, donc des potentiels clients, ou avec des gouvernements quand elles vendent au gouvernement. Et puis, Station F, c'est pour nous un moment de rayonnement important, le Business Day de l'écosystème de l'IA. On a voulu mettre à chaque fois à l'honneur les cas d'usage de l'IA. Donc, il y a des démonstrations, il y a des pitchs à la fois au Grand Palais et à Station F qui visent à montrer ce savoir-faire là. À chaque fois qu'on voit, nous, des investisseurs aux États-Unis, par exemple, qu'on les voyait, ils nous disaient toujours: les Français, vous êtes très forts techniquement, mais on a besoin de comprendre que vous avez de l'ambition. Notre objectif de ce sommet, c'est de montrer qu'on a de l'ambition, y compris de l'ambition mondiale, et que du coup, c'est important d'investir chez nous. Arnaud Mabille, je voulais qu'on termine avec l'interview express. C'est des questions binaires. Très bien. Oui ou non, nous aurons Donald Trump et Elon Musk à ce sommet à Paris? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Et si c'est oui ou si c'est non, bonne ou mauvaise nouvelle, ratée Je pense que bonne nouvelle dans les deux cas. Ok. Alors, j'y crois ou j'y crois pas qu'on va trouver des accords justement au niveau international sur l'IA? J'y crois, c'est ce qu'on est en train de faire. Vrai ou faux, l'Europe peut être pénalisée par le règlement sur l'IA? Compliqué. C'est mieux ou moins bien depuis que vous avez travaillé sur le rapport justement de la commission IA remis au président de la République qui s'appelait Notre ambition pour la France? Comment les choses ont évolué selon vous? J'ai le droit, il faut que je réponde. Alors, très rapidement, mieux ou moins bien? Je pense que mieux ou moins bien, plutôt mieux, parce que notamment les évolutions récentes de la technologie montrent que la France a toute une carte à jouer. Rêve ou cauchemar DeepSeek selon vous? Le grand modèle chinois? Rêve technologique. Et en termes d'usage, je pense que c'est à chacun de juger. Pour ou contre une utilisation beaucoup plus massive de l'IA au sein de l'État et des services publics? De façon raisonnée, plutôt pour. Il y a énormément de gains à avoir, y compris pour le bien-être des agents sur des tâches répétitives et pour améliorer la qualité de service. Merci beaucoup. C'était Arnaud Amabile. Vous avez joué le jeu de l'interview jusqu'au bout. Je rappelle que vous êtes le conseiller de l'envoyé spécial du président pour le sommet pour l'action sur l'IA. Merci beaucoup pour cette interview. À suivre, on va parler justement du champ d'application de l'AI Act. Merci. Et on termine cette édition avec Mathieu Bourgeois. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes avocat associé, vice-président du Cercle de la Donnée. Et aujourd'hui, on va parler de l'AI Act, ou alors en français, le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle. Il a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur la raison déjà d'existence de ce nouveau texte? Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, le but de ce nouveau texte, c'est de conjurer les risques importants que font courir les IA trop nuisibles à la société, des risques de discrimination, des risques de prolifération de contenus manipulatoires ou erronés, mais des risques aussi pour la santé et pour l'environnement. On s'en est déjà exprimé dans cette tribune. Le moyen qui a été employé, c'est un moyen classique, c'est-à-dire dans la ligne droite, dans la droite ligne de la doctrine suivie par la Commission, c'est-à-dire c'est une logique d'autodiscipline. En fait, l'Europe fait le pari que les organisations, les entreprises vont s'autodiscipliner parce que la conformité sera gage de confiance et que donc l'IA non conforme ne sera pas adoptée. Alors c'est une logique qui est discutable de mon point de vue parce qu'elle a montré ses limites. Tout simplement parce que les entreprises n'ont pas toujours les moyens, ça a un véritable coût, et les pouvoirs publics ne mettent pas toujours les moyens de police-justice pour contrôler. On aurait pu avoir une logique différente du type autorisation de mise sur le marché, mais ça n'est pas la logique qui a été suivie.
C'est la logique que vous auriez appréciée d'ailleurs, C'est parce la qu'on en a logique que déjà j'aurais parlé, appréciée, une logique plus contraignante. Alors, avant d'entrer dans le fond du texte, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle une intelligence artificielle finalement et les différents types d'IA? Très important. Alors, une intelligence artificielle, il y a une théorie, il y a une définition très large qui la définit comme un ensemble de théories et de techniques mis en œuvre pour réaliser pour simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est très large. En fait, il y a deux grands types sur le plan technique d'intelligence artificielle. Tout d'abord, il y a l'IA dite symbolique ou cognitive. C'est une IA qui s'appuie sur un moteur d'inférence qui utilise des règles préalablement définies par des experts. On appelle ça aussi les systèmes experts. Donc cette IA-là, elle est très simple. Elle déduit, c'est-à-dire qu'elle part des règles et elle va conclure sur des faits. Elle n'a pas de capacité de généralisation. Autrement dit, on lui apprend le monde et face au monde, elle raisonne. Mais elle n'évolue pas. Ça, c'est l'IA cognitive ou symbolique. Et puis il y a l'IA connexionniste qui, à l'inverse, n'a pas de raisonnement déductif comme la précédente, mais un raisonnement inductif, c'est-à-dire que face à des faits, autrement dit face à des données, elle va tirer des conclusions générales. C'est cette IA-là qui a eu un succès fulgurant ces dernières années, tout simplement parce qu'il y a l'apparition du big data et que donc les données sont massivement disponibles. Un des algorithmes de cette IA qui a eu beaucoup de succès, c'est l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui est le résultat notamment des travaux du chercheur Geoffrey Hinton et aussi en collaboration avec Yann Lequin et Yosha Bengio, qui ont eu le prix Turing en 2019, dont on a déjà parlé dans cette tribune. Et cette IA-là, elle fonctionne de la manière suivante. Elle est constituée d'un réseau de neurones artificiels. Alors en fait, ce sont des microcalculateurs, les neurones artificiels, qui sont confrontés à des stimuli, c'est-à-dire à des données étiquetées, d'accord ? C'est ce qu'on appelle les données d'apprentissage. Et à ce moment-là, avec un moteur d'optimisation, un algorithme d'optimisation, elle va se corriger au fur et à mesure dans cette base d'apprentissage de sorte à généraliser et à créer un modèle. Un modèle, c'est-à-dire en fait un ensemble de principes qu'elle va avoir en elle. Et ensuite, face à un environnement réel, c'est-à-dire face à des données non étiquetées, elle va apporter des réponses cohérentes dans un contexte inconnu. Cette IA connexionniste, vous avez compris, Delphine, ne fonctionne pas sur la base d'une programmation explicite. C'est un mécanisme d'optimisation. La connaissance est déportée dans les données, d'où l'importance d'avoir des bonnes données. Absolument. Alors, au sens de ce nouveau règlement, qu'est-ce qu'on entend par système d'IA ? Alors, c'est très important parce que nous, les juristes, on va se demander si les entreprises, quand elles nous soumettent un projet numérique et qu'elles prétendent qu'il s'agit d'une IA, est-ce que c'est véritablement une IA ? Alors, le règlement définit cela de la manière suivante. C'est l'article 3. Donc, une IA est un système automatisé, ensemble de logiciels et de matériel, autrement dit, qui fonctionne à différents niveaux d'autonomie, pas de difficulté, et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation. Le peut est déterminant parce qu'elle peut ou ne peut pas. C'est ce qui permet d'inclure dans cette définition les IA connexionnistes qui font preuve d'une capacité d'adaptation, mais aussi les IA symboliques qui n'ont pas de capacité d'adaptation puisque le peut n'est qu'une faculté et pas une nécessité. La définition poursuit en disant « et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit », là c'est une maladresse de plume, le texte aurait dû dire « déduit ou induit », donc il faut entendre « déduit ou induit », même si le texte ne le dit pas, sinon on exclut les IA connexionniste, qui est évidemment pas possible, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, des contenus, des recommandations, des décisions. Il y a deux maladresses dans cette définition. La première, je l'ai relevée, il aurait fallu rajouter induit. Et la deuxième, c'est qu'on nous dit que l'IA peut générer des contenus. Or, le problème, c'est qu'avec cette définition, vous voyez, on se demande si Excel n'est pas une IA, puisque finalement, Excel a bien des principes et déduit des contenus. En fait, l'IA, a priori, sort des connaissances et pas simplement des contenus. La définition aurait dû être un peu mieux rédigée. Eh ben, il y a encore beaucoup de travail donc, sur ce texte. Heureusement qu'on a un petit peu de temps pour l'appliquer. Merci beaucoup, Mathieu Bourgeois. Je rappelle que vous êtes avocat associé et vice-président du Cercle de la Donnée. Merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Je vous dis à très bientôt.